Bienvenue à toutes et tous, cher public. Je vais ici vous présenter un projet d'éclairage de secours fait maison. Donc l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui s'allume automatiquement dans la pièce dès qu'il y a une panne secteur. Ça va donc reprendre le principe de fonctionnement de ce genre d'objets, les BAES, blocs autonomes d'éclairage de sécurité, sauf que je vous propose une version maison. Alors l'avantage de le faire soi-même, c'est que on va pouvoir choisir la puissance lumineuse du mode secours, et en le construisant avec des pièces de récupération, on pourra avoir un coût de revient bien moindre qu'un produit fini. Parler de ceci va nous faire aborder plusieurs sujets. On va un petit peu parler d'électronique de puissance, d'impression 3D. J'aurai l'occasion d'expliquer, schéma électronique à l'appui, le fonctionnement en détail. Et comme d'habitude, vous avez des raccourcis dans la description de cette vidéo. Le système est composé d'un pack d'accu, d'une partie éclairage et d'un boîtier qui se branche aux deux choses précédentes et qui est en permanence connecté au secteur. Démonstration du fonctionnement. Donc en temps normal, le boîtier est alimenté par le secteur et dans ce cas, on a la LED qui se maintient allumée, nous indiquant que le système est en veille. Et dès que le secteur disparaît, nous basculons en mode secours et à ce moment-là, l'éclairage que vous voyez puise bien évidemment son énergie depuis le pack d'accu. Alors j'ai choisi de faire quelque chose qui soit assez puissant. Donc là, on est sur une source qui crache à peu près dans les 900 ou 1000 lumens. Je l'ai voulu comme ça puisque mon objectif, c'est de bien compenser l'absence inattendue de l'éclairage normal qui fonctionne sur le secteur. Le but, c'est d'éclairer suffisamment de temps pour trouver une lampe torche pour pouvoir par exemple éclairer pendant des heures si une panne venait à s'éterniser. Ensuite, eh bien, le secteur revient et à ce moment-là, le système repasse automatiquement en veille. On retrouve la LED ici et pendant ce temps, le pack d'accu commence à se recharger. Alors c'est un projet qui peut paraître à première vue comme ça, peut-être un petit peu gadget pour un usage domestique en tout cas. Moi, je considère que pas du tout, parce que imaginez qu'on soit en train de manipuler une meuleuse d'angle et que d'un coup, plus d'alimentation secteur. On va se retrouver avec un outil qui continue à tourner, mais plus de lumière pour éclairer le travail. Imaginez qu'on soit en train de manipuler des produits corrosifs ou qu'on ait les mains dans un montage mécanique ou électronique, ça peut causer un accident. Et avoir un éclairage qui compense tout de suite l'absence du secteur, finalement on se rend compte que dans ces conditions-là, ce n'est pas du tout quelque chose de futile. Pour la petite anecdote personnelle, dans mon cas, il y a à peu près, je dirais, 2-3 fois par an, une expérience, un test d'appareil sur le secteur qui tourne mal et qui fait tout disjoncter. Et c'est pour ça que, avant de construire ceci, j'utilisais des blocs de secours comme ça parce que c'est vraiment une aide précieuse. On a sur le boîtier deux boutons qui servent en mode secours. Donc là, je refais l'absence de secteur. Alors ça sert à ce qu'on puisse commander l'extinction de l'éclairage de secours ou l'annulation, donc la reprise. Ça sert à pouvoir préserver la batterie si on avait prévu de couper l'alimentation secteur pour pouvoir par exemple effectuer des travaux sur le réseau de la maison. À partir d'ici, on va aborder le côté technique en commençant par parler du choix des accus. Pour constituer le pack, j'ai assemblé 18 cellules NICD récupérées sur des anciens blocs de secours. C'est des cellules qui n'ont pas le même âge et qui n'ont pas non plus effectué le même nombre de cycles décharge-recharge. Je les ai pourtant ici mélangées. Il faut savoir que c'est une pratique qui est fortement déconseillée puisque ça peut réserver des surprises et pas des bonnes. Il n'y a pas de danger particulier à faire ça avec cette technologie à ma connaissance. Le problème, c'est que si on considère la cellule qui est la plus fatiguée parmi l'ensemble, c'est-à-dire celle qui aura le plus perdu en capacité par rapport à quand elle était neuve, eh bien c'est cette cellule-là qui, en cours d'usage, va être la première à tomber sous le seuil de tension critique par cellule. Et donc, c'est la première qui va rentrer en décharge profonde, qui va donc commencer à se dégrader alors que c'est déjà la plus fatiguée. Il y a une forme de cercle vicieux. Ce que je voulais dire aussi, c'est que
Sur une application comme celle-ci qui est stationnaire et qui ne nécessite pas une grande quantité d'énergie, eh bien c'est pas la peine d'aller s'embêter à partir sur des accus à base de lithium qui requièrent des processus de charge beaucoup plus minutieux que cette technologie-là. Autant rester sur de la technologie simple, NICD ou éventuellement NIMH. Concernant la partie qui éclaire, je suis parti d'une barrette contenant plusieurs LED pour laquelle j'ai ensuite fabriqué un support en impression 3D. Donc cette réglette comporte deux rainures, une pour accueillir la barrette, la deuxième au-dessus pour accueillir une protection vitrée. Dessous, nous avons des trous permettant un meilleur refroidissement des LED et deux parties qui dépassent. Donc ça va avec les pieds qui sont aussi faits en impression 3D. On vient boulonner les deux parties ensemble et ensuite on fixe ça sur le support que l'on veut. Vous pouvez voir sur les surfaces des motifs en relief. Ça permet d'avoir des crans de blocage et un système qui reste donc dans l'inclinaison que l'on a choisie. Le corps de la réglette est en PLA, les pieds supports sont en PETG et le boîtier, lui, est en ABS. J'ai fait le corps en PLA parce que j'ai du PLA en réserve, sinon j'aurais préféré le faire en PETG pour des raisons de solidité mécanique et à mon avis de durabilité aussi. Donc ce sont des couches de 200 microns pour les pieds et le corps. Par contre, le boîtier, lui, qui est en ABS, est fait avec des couches de 100 microns. J'ai fait ça, non pas parce que je recherchais de la précision ou de l'esthétique, mais parce que j'ai remarqué qu'avec 100 microns, on avait un peu moins de problèmes de délamination. Alors on peut voir que cette solution d'affinement des couches ne résout pas tout, puisqu'il y a quand même une petite fissure ici. J'ai eu aussi des problèmes d'adhérence des pièces au plateau avec l'ABS et le PETG, et ces problèmes-là ont été résolus avec ce produit, le Dimafix. Alors je voulais pas spécialement faire de pub dans une vidéo, mais là je le fais de bon cœur parce que franchement ce produit-là m'a sorti d'une galère dont j'arrivais pas à m'extirper. Donc c'est fait pour être utilisé avec un plateau qui chauffe. Ces deux parties-là, je les ai imprimées à part. Pour la première, j'ai laissé le logiciel me générer automatiquement les supports pour les parties qui sont en surplomb, mais j'ai remarqué qu'il y avait des supports qui étaient complètement inutiles, qui ne soutenaient rien, vraiment. Et donc pour la deuxième partie à imprimer, j'ai demandé au logiciel de ne pas générer de support. J'ai dessiné dans le modèle 3D, donc faisant partie intégrante de la pièce en fait, les supports. Ça a donné un résultat beaucoup plus intéressant, beaucoup moins de plastique gaspillé, aussi beaucoup moins de travail ensuite avec la fraiseuse ou la scie pour enlever le plastique en trop. On va ouvrir le boîtier. Dedans, il y a deux circuits imprimés. Le premier, c'est un module de conversion de type Boost. Donc à l'entrée, il est alimenté par le pack d'accu et à la sortie, on vient y connecter la barrette de LED de l'éclairage de secours. Ça permet d'élever la tension, mais d'obtenir à la sortie une intensité fixe. Donc c'est construit autour d'un composant de référence XL6005, très minimaliste au niveau des fonctionnalités, mais dans beaucoup de cas, ça suffit largement. Le deuxième circuit imprimé a deux fonctions. La première, c'est alimentation électronique, et l'autre, c'est tout simplement assurer le fonctionnement du système. Avant de poursuivre, je voudrais insister sur un point très important concernant la sécurité. Nous sommes ici sur une application où il va y avoir deux montages contenant de l'électronique de puissance et qui seront en permanence sous tension, y compris quand on est absent de chez soi. Cela pose donc la question du risque d'incendie. Tenant compte de ça, il faut faire une fabrication et une conception particulièrement soignée pour éviter tout risque de départ de feu. Dans le doute, j'ai prévu d'enfermer mes deux montages dans ce caisson en acier qui sera dans le futur totalement hermétique. Le but, c'est que si jamais il devait y avoir un départ de feu, que ça n'ait pas de chance de se propager. C'est un aspect auquel il faut faire extrêmement attention. Le montage peut marcher pendant des heures et on n'imagine pas forcément que un jour il puisse, suite à une avarie, prendre feu. Voici le schéma électronique avec certains éléments qui ont été représentés de façon simplifiée,
comme le module boost d'alimentation de la barrette de LED et le bloc d'alimentation connecté au secteur. Ici, vous retrouvez le pack d'accu. En série avec lui, il y a un fusible. Il ne faut surtout pas oublier de le mettre, sinon en cas de court-circuit, ça peut être un désastre. L'alimentation comporte deux sorties. Une première ici de type tension, qui sert à faire fonctionner le système que l'on va décrire, et une deuxième de type CCCV, qui fournit donc un courant limité, et celle-ci sert uniquement à recharger le pack d'accu. Pour obtenir le basculement en mode éclairage de secours, je me suis servi de la broche EN qui fait partie du composant XL6005. Donc c'est une broche qui, quand on la tire vers le bas, plonge le composant en veille, alors que quand on la laisse flottante, le composant se met en activité et fait donc fonctionner les LED qui sont connectés en sortie de module. Quand le secteur est présent, eh bien cette alimentation-là fonctionne, ce qui fait qu'elle va entre autres commander ce MOSFET de canal N constamment, ce qui va maintenir tiré vers le bas la borne EN et de maintenir donc le 6005 en veille. Si le secteur vient ensuite à disparaître, dans ce cas bien sûr cette alimentation-là cessera de fonctionner, le transistor ici ne sera plus commandé, la borne EN se retrouvera donc en l'air et à ce moment-là, le module commencera à faire fonctionner les LED en puisant bien évidemment l'énergie depuis le pack d'accu. Donc ça, c'est le fonctionnement de base et on ne peut pas s'en contenter. Pourquoi? Eh bien parce que dans le cas d'une panne secteur qui commencerait à s'éterniser, eh bien on liquiderait complètement le pack d'accu. On ferait tomber la tension à ces bornes trop bas et les accus atteindraient donc ce qu'on appelle la décharge profonde, ce qui les endommagerait chimiquement. Il faut donc prévoir quelque chose qui coupe l'usage du pack si la tension de celui-ci vient à tomber trop bas. Et ça, c'est le rôle des composants qui sont ajoutés ici. Donc nous avons là un comparateur de tension, un modèle très connu, avec une sortie à collecteur ouvert, puisque vous avez aussi des comparateurs qui ont eu des sorties push-pull, ça peut être bien pratique dans certains cas. Sur l'entrée positive de ce comparateur, on présente une image réduite de la tension du pack d'accu au moyen d'un pont diviseur constitué de résistances. Sur l'entrée négative, on présente une tension fixe qui fait office de référence. Et ici, la référence est construite autour d'un composant TL431. Et grâce à ceci, eh bien, dès que le pack d'accu tombe en dessous d'un certain seuil de tension que l'on sera venu régler en agissant ici, la sortie du comparateur qui auparavant était flottante va se mettre à tirer vers le bas. Cela va donc tirer via cette diode-là la borne EN vers le bas et faire donc couper l'éclairage de secours. Ça, c'est une première coupure, mais on ne peut toujours pas s'en contenter puisque s'il y avait juste ça, une fois que le comparateur aurait commandé la mise en veille du module boost, eh bien le pack d'accu ne devenant à ce moment-là plus que sollicité par presque aucun courant, on verrait la tension à ces bornes remonter. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le comparateur retournerait dans son état initial et les LED se remettraient donc à fonctionner, ce qui viderait de nouveau le pack, avant qu'il y ait de nouveau une coupure, et ainsi de suite. Pour éviter ce phénomène, il faut ajouter quelque chose qui va faire en sorte que le fonctionnement de l'éclairage se bloque définitivement. Et ça, c'est le rôle des composants qui sont ajoutés ici. Quand la sortie du comparateur va tirer vers la masse, on va aussi commander ce MOSFET de canal P, qui lui va commander ce MOSFET de canal N, qui lui va tirer ce point-là vers le bas, et qui va donc commander le canal P qui avait donné naissance à sa commande à lui. À partir du moment où il y aura eu un premier tirage de ce point-là vers le bas effectué par le comparateur, eh bien ces deux transistors-là vont s'auto-entretenir mutuellement au niveau de leur commande. Ça va se verrouiller. Et grâce à ceci, eh bien l'éclairage va rester définitivement éteint dès que le pack d'accu est tombé trop bas en tension. Et ce, même si, après la coupure, la tension du pack remonte et que donc la sortie du comparateur, elle, est redevenue flottante. Alors une fois que ce verrou s'est coincé, il faut quand même à un moment donné le déverrouiller, et ça c'est le rôle du transistor qui est ici. Il est commandé par l'alimentation, et donc dès que le secteur reviendra, on va tirer vers le bas la grille
de ce transistor-là, ce qui va débloquer le verrou qui s'était coincé. Et à ce moment-là, on pourra donc avoir un nouveau fonctionnement de l'éclairage de secours à la prochaine panne secteur. Vous retrouvez ici les deux boutons poussoirs dont j'avais décrit la fonction. Les diodes Zener servent à protéger les transistors contre des tensions trop élevées par rapport à ce que peut supporter leur grille, étant donné la tension nominale de mon pack d'accu. Et la diode que vous avez ici sert à empêcher que ce MOSFET-là ne déclenche par erreur le blocage du verrou que l'on vient de décrire. On va parler un petit peu de la partie alimentation à découpage. C'est en fait un petit convertisseur flyback d'une puissance de quelques watts maximum. Je ne vais pas expliquer en détail comment je l'ai réalisé puisque j'ai déjà consacré dans le temps une vidéo entièrement à ce sujet. Je vous remets son lien. Donc nous avons le secteur qui arrive, un fusible, une varistance, un filtre, pont de diode, condensateur, un circuit de contrôle, donc il est là-dessous. C'est la référence LNK 362, donc c'est un composant qui fait partie d'une famille permettant de réaliser des alimentations à découpage de toute petite puissance, quelques watts maximum. C'est une pièce qui a plusieurs avantages. On a notamment dedans le transistor de découpage qui est intégré. Pour le faire fonctionner, il y a besoin de lui ajouter un seul composant, c'est le condensateur qu'on voit ici. Et il n'y a pas besoin d'ajouter un enroulement auxiliaire permettant de réaliser l'auto-alimentation du circuit intégré. Il arrive entièrement à s'alimenter depuis la borne drain. Donc voilà pour ces quelques avantages, je ne vais pas tout citer. Il y a un snubber dans cette alimentation. Alors c'est pas un snubber RDC comme on peut le voir ici, c'est un snubber constitué d'une diode Zener montée en série avec une diode. Donc ça permet très simplement d'écrêter les surtensions suite au blocage du transistor, mais par contre c'est une solution qui est adaptée uniquement aux alimentations de très faible puissance. Les accus nickel-cadmium que j'utilise dans cette application sont faits pour être rechargés à l'aide d'une injection de courant d'intensité constante. Comme je vous l'ai dit, il y a une des sorties de l'alimentation qui sert à ça, et on va maintenant voir comment j'ai fait pour que cette sortie débite un courant fixe. Pour ce faire, je me suis servi de cette notice-là, que vous retrouverez sans trop de problèmes sur Internet. Sur cette page, vous trouverez donc le schéma dont je me suis inspiré pour construire mon alimentation. Ici, nous avons le contrôleur, donc du côté hot. Là, c'est le côté cold, isolé du secteur, avec ici la sortie sur laquelle on vient brancher la charge. Entre les deux côtés, nous avons l'optocoupleur qui assure la liaison optique. Le montage est un peu plus compliqué que d'habitude. Vous pouvez noter la présence de deux amplificateurs opérationnels qui tous les deux vont pouvoir injecter du courant dans la diode de l'optocoupleur et donc en fin de compte agir sur le contrôleur et par conséquent sur la commande. Ce premier ampli-là permettra d'avoir une action en fonction de la tension de sortie de l'alimentation grâce à ce pont diviseur qui vient la prélever. Ça, c'est l'élément classique. La nouveauté ici, c'est que nous avons en plus un shunt, donc une petite résistance qui va être parcourue par le courant qui passe dans la charge. Cela va produire à ces bornes une petite chute de tension proportionnelle donc à l'intensité qui va être prise en compte, elle, par ce deuxième ampli qui lui permettra d'agir sur la commande en fonction du courant de sortie. Et grâce à ce montage-là, on a donc une sortie limitée en courant avec un plafonnement de la tension. On peut donc s'en servir soit pour alimenter des LED, soit, comme je le fais ici, pour charger des accus. S'il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées par la reproduction de ce type de projet, eh bien, j'aurais tendance à leur déconseiller d'essayer de reproduire la partie alimentation à découpage raccordée au secteur. Simplement parce que ça demande certaines connaissances précises pour pouvoir être bien réalisé, sans vouloir me vanter. Et le problème, c'est que c'est surtout dangereux, puisque ça oblige de faire des manipulations en parfaite connaissance de cause avec le secteur. Je vous conseille donc dans ce cas de remplacer cette partie-là, soit par un bloc d'alimentation tout fait, soit par un bon vieux transformateur 50 Hz, suivi de pont de diode et condensateur pour obtenir le continu dont vous aurez besoin. Ensuite, pour limiter le courant dans les accus, vous pouvez par exemple utiliser un LM317T monté
en générateur de courant. Alors j'ai bien conscience que ce serait moins joli que le montage où tout est intégré, mais techniquement, ça saura assurer la même fonction. La charge des accus se fait quelque part en deux étapes. Dans un premier temps, le bloc va leur injecter 120 mA, histoire de recharger les accus relativement rapidement. Voilà à quoi ressemble ce courant quand on l'observe à l'oscilloscope. Et par la suite, l'intensité sera réduite à 18 mA pour basculer sur ce qu'on appelle une charge d'entretien. Le basculement est ordonné par ce comparateur. Il va permettre que dès que le pack d'accus dépasse un certain niveau de tension, à partir duquel on considère que les accus sont quasi entièrement chargés, et bien de commander à l'alimentation d'abaisser le courant de charge. Concernant la consommation, elle tourne autour de 4,7 watts quand les accus sont en charge normale et elle passe ensuite à 1,5 watts quand on a basculé sur la charge d'entretien. Cette partie du montage est réalisée sur une plaque d'essai comportant des pastilles dotées de trous métallisés. Et cette caractéristique-là m'a posé un gros problème puisque quand on réalise une alimentation à découpage, notamment fonctionnant sur le secteur, on doit respecter entre certaines bornes de composants ou certaines pistes une distance minimale pour avoir une certaine isolation en fonction des niveaux de tension en jeu. C'est ce qu'on appelle les creep edge distances. Et ces distances sont très compliquées à respecter sur une plaque comme ça, étant donné la présence des pastilles à intervalles assez rapprochés. Pour les obtenir néanmoins, vous pouvez voir que j'ai creusé par endroits de véritables tranchées qui laissent des trous d'air et qu'à d'autres endroits, j'ai éliminé des pastilles. Donc ça se fait à la fraiseuse. Il faut penser à fraiser les deux faces et en plus percer le trou métallisé correspondant afin de vraiment éliminer tout le métal. Donc ça peut se faire, mais ça prend du temps, c'est galère, on risque au passage d'endommager des composants, et l'autre problème c'est qu'on risque aussi d'oublier d'éliminer le métal à certains endroits, ce qui à ce moment-là poserait un problème de sécurité puisque les distances d'isolement ne seraient plus respectées. Dernier point à aborder, la confection de l'élément inductif. Le sujet, c'est que quand on fabrique un convertisseur flyback, assez souvent, on va chercher à avoir une isolation galvanique entre l'entrée et les sorties. Pour l'obtenir, on doit entre autres respecter une procédure bien spécifique concernant la réalisation des bobines couplées. C'est cette procédure que j'avais expliquée dans la vidéo que je vous ai remise en lien. Sauf qu'ici, j'ai fait complètement différemment par rapport à ce qui vous a été présenté dans cette vidéo, puisque j'ai utilisé pour bobiner mes enroulements secondaires ce type de fil-là. Donc c'est ce qu'on appelle du triple insulated wire. C'est un fil de cuivre enrobé de 3 couches isolantes spéciales, d'où son nom. C'est donc un fil qui par nature incorpore la fonction isolation galvanique et qui de ce fait va grandement simplifier le processus de bobinage. Donc grâce à lui, très concrètement, pour bobiner mon élément, eh bien, je peux commencer par bobiner le fil primaire en fil émaillé classique et ce sur toute la largeur de la fenêtre. Et puis ensuite, je peux venir bobiner par-dessus ce primaire plus ou moins connecté au secteur, mes spires du secondaire en triple insulated wire et l'isolation entre le primaire et le secondaire sera garantie par les couches isolantes spéciales du fil. Donc grâce à ça, il n'y a pas besoin entre guillemets d'aller s'embêter avec des bandes de marge, du mylar isolant et des petites gaines. Il suffit de bobiner un fil par-dessus l'autre et l'isolation est garantie. C'est quelque chose qu'on ne doit pas forcément utiliser dans tous les cas, mais qui peut être très avantageux comme par exemple ici, c'est-à-dire dans les cas où la fenêtre de bobinage est particulièrement étroite. Donc là, nous avons un exemple concret où la fenêtre mesure 9 mm de largeur. Si j'avais dû ici employer la méthode qui consiste à utiliser des bandes de marge, j'aurais perdu 2 fois 3 mm d'espace de chaque côté en bande de marge et il n'aurait donc resté plus que 3 mm d'espace disponible pour venir bobiner les spires en fil émaillé classique. Et à ce compte-là, pas sûr qu'il aurait resté assez d'espace pour faire rentrer toutes les spires nécessaires et probablement que j'aurais eu à tout recommencer
avec un circuit magnétique plus gros. Donc avec ce fil-là, comme on n'utilise pas de bande de marge, on évite de perdre de l'espace, et ça c'est très important. De plus, comme c'est plus simple de bobiner avec ceci, ça peut être intéressant pour les personnes qui souhaiteraient débuter en alimentation et découpage. Ça ne veut pas dire que pour autant ce sera facile, mais ça fait une difficulté de moins. Voilà, et bien écoutez, on a vu un certain nombre de choses. Je vous prie de faire attention si vous manipulez le secteur, et je vous dis à bientôt.